il y a deux glandes surrénales. Ce sont de petites glandes d'environ 3 cm, 1 cm, qui viennent coiffer les deux reins. Ces deux glandes sont constituées en réalité de la médulle et du cortex. La partie qui est à l'externe, qu'on appelle le cortex, et la partie interne, qu'on appelle la médulle surrénale. Donc, chacune, si on voit la répartition histologique de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, surrénale, on va avoir une partie protectrice qui est la capsule et les ondes qui sont responsables de la sécrétion des différentes hormones, aussi bien de la cortico que de la médulle surrénale. Donc on a la zone glomérulée qui est responsable de la sécrétion des minéralocorticoïdes, dans le chef de file et l'aldostérone. La zone fasciculée, qui est responsable de la sécrétion des glucocorticoïdes dans le chef de file et le cortisol. Et on a la zone réticulée qui est responsable des gonadocorticoïdes. Donc, la partie interne, comme on l'a dit, de la surrénale, elle est constituée de la médulle qui est composée de cellules chromophiles. C'est les cellules chromophiles qui sont responsables de la sécrétion des catécholamines. On va voir aujourd'hui à savoir l'adrénaline et la noradrénaline. Donc, le plan du cours, on va faire une introduction, c'est ce qu'on vient de voir. On va voir le métabolisme de ces catécholamines, leur synthèse et leur dégradation. On va voir la régulation. Un petit rappel, on va passer, c'est les effets physiologiques, donc c'est la physio, l'exploration biochimique proprement dit, et la pathologie en rapport avec un désordre de fonctionnement de cette norme. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, la surrénale, sa composition, les sécrétions, principalement, je parle de la surrénale, donc des glucocorticoïdes et des minéralocorticoïdes à côté des catécholamines. Donc, on a parlé des cellules chromophiles, c'est là où se fait en même temps la synthèse des catécholamines et en même temps leur stockage dans des granules de sécrétion. Donc, ces catécholamines, ils sont libérés dans la circulation générale suite à un stimuli généralement nerveux. Donc, ils ne sont pas libérés instantanément dans la circulation, ils sont synthétisés et stockés au sein même de leur structure de synthèse, c'est-à-dire les cellules chromophiles. Donc, pour la synthèse des catécholamines, il y a le système nerveux autonome et il y a la médulle surrénale. Donc, vous le voyez, c'est une représentation comparative des deux systèmes. Donc, vous avez le système sympathique qui est constitué par un ensemble de neurones avec les jonctions neuronales, alors que la différence avec la médulle surrénale, on peut dire aussi qu'elle appartient au système sympathique parce qu'elle est assimilée à un pseudo-ganglion sympathique. Donc, elle est constituée par les neurones post-ganglionnaires qui vont se différencier en cellules chromophiles qui assurent la sécrétion des. Ici, c'est le système sympathique, il est constitué par des neurones qui sont émis par ces jonctions axonales. Alors que la médulle surrénale, on peut la parier à un système sympathique. Donc, vous avez ici un ganglion qui ramène un flux nerveux. Et ici, vous avez la glande. La glande, on l'a assigné à un pseudo-ganglion sympathique où ces cellules se sont transformées en cellules chromophiles endocrines qui sécrètent les catécholamines qui libèrent ensuite dans la circulation générale. Donc, c'est presque la même chose. La différence entre les deux, que le premier, il est constitué uniquement de cellules nerveuses, alors que le deuxième, c'est le système, la médulle, est constitué d'un système nerveux qui est en connexion avec des cellules qui sont endocrines chromophiles, mais qui libèrent des neurotransmetteurs. Donc, les principaux neurotransmetteurs libérés par la médulle surrénale, c'est surtout l'adrénaline à 80% et la noradrénaline à 20%. Il y a peu de dopamine, elle est surtout synthétisée au niveau du système nerveux central. Donc, le rôle de chacun de ces neurotransmetteurs, ça c'est des rappels de la physio. La noradrénaline, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans le sommeil, dans l'éveil, dans l'attention du comportement alimentaire, et également dans le stress. L'adrénaline, par contre, elle-même, c'est une hormone de stress.
lorsqu'on dit le stress, on va voir les stimuli tout à l'heure. Tous ces stimuli entraînent instantanément la libération en premier lieu de l'adrénaline. Avec ces effets, on va expliquer comment il y a surtout la libération de l'adrénaline en première intention. Mais aussi c'est un neurotransmetteur qui en trouve en petite quantité dans le cerveau. Donc c'est comme la dopamine, on la trouve en petite quantité dans la médule surrénale, mais elle est surtout retrouvée dans le cerveau. L'adrénaline, elle est retrouvée dans le cerveau, mais en petite quantité par rapport aux autres neurotransmetteurs, parce que c'est le neurotransmetteur principal de la médule surrénale. La dopamine, c'est un neurotransmetteur impliqué dans le processus de motivation, de récompense, d'addiction, de renforcement comportemental et de coordination des mouvements du corps. Ça, c'est les effets physiologiques de chaque neurotransmetteur. Donc, les effets physiologiques connus, parce qu'ils ont des effets par le biais des récepteurs qu'on va voir tout à l'heure. Donc, du point de vue structural, c'est-à-dire pour aboutir à la synthèse de ces neurotransmetteurs. Donc, ils ont presque la même structure et la différence réside dans la chaîne latérale. Donc, ces trois neurotransmetteurs, à savoir l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine, sont constitués par ce noyau catéchol, c'est-à-dire avec à la base c'est le noyau de phényl, avec une chaîne latérale. Et les trois dopamines que vous voyez ici, ils diffèrent par la structure de la chaîne latérale. Ils n'ont pas la même chaîne latérale. Donc c'est toujours le noyau catéchol, c'est la phényl hydroxylée, avec une différence dans les chaînes latérales de ces trois neurotransmetteurs. Donc ici c'est la répartition de ces neurotransmetteurs, aussi bien dans la médule que dans le système sympathique et le cerveau. Donc toujours, il y a plus d'adrénaline dans la glande médulo-surrénale, de noradrénaline dans le système sympathique et de dopamine et donc que de l'adrénaline dans le cerveau. Donc ça c'est la répartition tissulaire de ces trois neurotransmetteurs. Donc maintenant on va voir la synthèse, on va voir le métabolisme, c'est-à-dire comment sont synthétisés ces neurotransmetteurs et comment ils sont métabolisés, c'est-à-dire dégradés pour être éliminés de la circulation générale. De leur synthèse, les catécholamines, c'est des monoamines. Donc, ils dérivent tous du même acide aminé qui est la tyrosine. Tyrosine, elle peut provenir de l'alimentation, donc elle est d'origine exogène, comme elle peut provenir d'une hydroxylation de la phénylalanine. Donc, c'est une double origine. Exogène, c'est alimentaire sur la tyrosine, soit elle provient d'une hydroxylation de la phénylalanine pour donner la tyrosine. Donc ça c'est des répétitions, donc le produit final c'est toujours la noradrénaline. La première réaction de synthèse de ces neurotransmetteurs, donc on prend la phénylalanine, si on prend l'origine endogène, la phénylalanine va subir une hydroxylation par l'enzyme la phénylalanine hydroxylase. Cette réaction requiert plusieurs coenzymes, entre autres on a le cation de fer, le tétrahydrobiopyrénine, qui est le coenzyme de cette enzyme, et l'oxygène, pour libérer de la tyrosine, qui, comme je l'ai dit, c'est une hydroxylation au niveau du carbone 4 de la phénylalanine. Le déficit de cette enzyme est responsable d'une aminoacidopathie qui est très fréquente, qui est la phénylcétonurie. C'est l'accumulation de la phénylalanine au niveau de la circulation sanguine qui peut provoquer plusieurs dégâts. Donc la pathologie ou la maladie, c'est la phénylcétonurie. Donc c'est la première étape qui engage la synthèse de ces neurotransmetteurs. Ensuite, on a la tyrosine suivie d'une deuxième hydroxylation. Présence toujours du fer. Donc les mêmes coenzymes d'oxygène et on obtient la dopa. C'est une deuxième hydroxylation. On a dit que le noyau catéchol, il présente deux hydroxyles. Donc c'est la deuxième hydroxylation pour libérer la dopa. Et cette étape de la synthèse, c'est l'étape limitante. C'est-à-dire c'est l'étape qui contrôle la synthèse des neurotransmetteurs.
c'est l'étape qui subit le contrôle par feedback négatif ou par activation en cas de besoin. Donc, ensuite, la DOPA va subir une décarboxylation. C'est l'action de la DOPA décarboxylase, s'il vous plaît. Décarboxylase. Donc, c'est une décarboxylation, élimination de ce carboxyle. Donc, transformation en dopamine. Donc, c'est une fonction AMP. Cette enzyme, elle requiert un autre enzyme qui est le phosphate de pyridoxal, qui est un dérivé de la vitamine B6. Donc, tout déficit en vitamine B6 va diminuer l'activité de cette enzyme. À partir de la dopamine, on aura une autre hydroxylation. Sur l'action de la dopamine hydroxylase, en présence de plusieurs enzymes. On a le cuivre, la vitamine C, portée par l'ascorbate, et on a en présence du MAA, qui est le donneur du mouvement hydroxyle, avec l'élimination d'une molécule d'eau. Donc, c'est une autre monooxygénase qui catalyse l'oxydation du carbone bêta de la chaîne latérale. C'est l'oxydation du carbone bêta de la chaîne latérale et non pas du noyau catéchol. Donc, cette oxydation va donner la noradrénaline. La dernière étape, c'est une méthylation. Donc, elle se fait en présence de la noradrénaline N-méthyltransférase, qu'on rappelle phényléthanolaline N-méthyltransférase, PNMT. Donc, le donneur du groupement méthyle, c'est le nom de donneur de ce groupement méthyle, c'est l'adénosine tritionique qui se transforme en adénosine homocystéine par le biais de cette enzyme qui assure ce transfert. Donc, c'est ici. Vous avez ici uniquement la fonction amygdale noradrénaline, elle va être méthylée par transfert de ce radical à partir de ce composé. On a S-adénosine méthionine qui se transforme en adénosine homocystéine. On a le dernier neurotransmetteur qui est synthétisé, qui est l'adrénaline. Une particularité du composé ou de l'enzyme, la phényléthanolaline N-méthyltransférase, c'est elle qui catalyse le transfert du radical sur les fonctions amines primaires. Ce composé, son importance réside dans le fait qu'il n'est exprimé uniquement que dans la médulo-surrénale. Donc, l'adrénaline, c'est une hormone spécifique de la médulo-surrénale. Et c'est un autre, si je peux dire, site de contrôle. Donc, l'accélération de cette enzyme, l'activation de cette enzyme, fait activer la synthèse au niveau de la médulo-surrénale de la noradrénaline. On a cité un premier point de contrôle qui est l'étape qui engage la synthèse de la DOPA. Ici, c'est un autre site de contrôle, mais qui est propre à la médulo-surrénale, à la synthèse de la rénaline. Vous avez ici le schéma de la régulation. On a dit que le site de régulation, c'est ce site qui engage la synthèse de la DOPA. Donc, c'est l'étape clé de synthèse des neurotransmetteurs. Donc, elle est normalement inhibée par feedback par les produits finaux, surtout par son propre produit, qui est la DOPA, et par la noradrénaline. Et elle est activée, cette enzyme, par son interconversion de la forme plutôt inactive à la forme active par une cascade qui incrimine l'augmentation d'un flux nerveux, de l'AMP cyclique et du calcium. Donc, on a une phosphorylation de l'enzyme qui devient active et qui favorise la synthèse de tous les autres neurotransmetteurs. Donc, je répète, cette séquence de synthèse de ces neurotransmetteurs, elle possède la première étape, qui est l'étape limitante de synthèse, qui est contrôlée par les produits finaux de la voie, principalement la noradrénaline, qui va inhiber par feedback, c'est-à-dire lorsqu'il y a une augmentation de la concentration de la noradrénaline, elle va inhiber l'activité de cette enzyme pour freiner la synthèse des neurotransmetteurs. À l'inverse, lorsqu'on a besoin de synthèse,
c'est la transformation de cette enzyme de sa forme inactive à sa forme active par la cascade classique de réactions qui incriminent l'augmentation du taux de la récidive, la fluidification qui favorise la phosphorylation de cette enzyme. Et cette enzyme phosphorylée, elle est pleinement active. Donc elle permet de déclencher la cascade de synthèse des différents neurotransmetteurs. Le deuxième site que j'ai cité, c'est l'activation ou la synthèse de la phényléthanolamine N-éthyle transférase, c'est-à-dire la PNNT. Cette enzyme, elle est sous le contrôle du cortisol. Le cortisol stimule la synthèse d'adrénaline en facilitant la synthèse de cette enzyme. Et il inhibe aussi la dégradation des catécholamines par l'enzyme de dégradation qu'on va voir tout à l'heure, qui est la CONT. Donc le contrôle principal, l'enzyme, c'est l'enzyme clé de régulation, mais un autre site de contrôle, il correspond au contrôle de l'activation de l'enzyme de la dernière étape de synthèse de l'adrénaline qui est sous le contrôle du cortisol. Le cortisol, il active la synthèse de l'enzyme, la PNNT, qui facilite la transformation de la noradrénaline en adrénaline, surtout au niveau de la médulo-surrénale. Il est surtout exprimé au niveau de la médulo-surrénale. Et le cortisol, entre autres, il permet d'arrêter la dégradation des catécholamines en inhibant une des enzymes qui est la CONT. On va la voir après, c'est la catéchol-O-méthyltransférase. Donc on a terminé avec la synthèse. L'origine, c'est toujours un acide aminé, tyrosine. Ça peut être une transformation endogène à partir de la phénylalanine et la cascade se fait en 4 étapes. Une double hydroxylation, une décarboxylation et une méthylation. L'étape qui engage la synthèse, c'est la transformation de la tyrosine en L-dopa. Et l'enzyme, elle est sous un double contrôle, par feedback par les produits finaux de la noradrénaline qui freinent la synthèse, ou par une activation de cette enzyme par phosphorylation qui favorise l'activation de cette enzyme. La dernière étape, c'est l'enzyme qui s'exprime surtout au niveau de la médulo-surrénale. Elle est sous le contrôle du cortisol qui augmente la synthèse de l'adrénaline en activant la synthèse de cette enzyme. En même temps, le cortisol, il va inhiber ou arrêter l'activation de la CONT pour diminuer la dégradation de tous les catécholamines. Donc ça, c'est le métabolisme. Donc vous avez ici, c'est un diapo récapitulatif du contrôle de la synthèse. Donc le premier enzyme sous contrôle de la dopamine et le cortisol qui contrôle surtout la PNNT. Le catabolisme maintenant. Les catécholamines, généralement, ils ont une durée de vie qui est très courte. Elle est environ de 2 minutes. Donc ils vont être... C'est pour cela qu'ils sont synthétisés, synthétisés et stockés dans des granules, libérés suite à un stimuli pour agir, c'est-à-dire pour rejoindre les tissus cibles pour agir. Instantanément après, ils vont être éliminés de la circulation générale. Ils sont catabolisés surtout dans le foie, ensuite ils sont éliminés dans les urines. Donc nous, pour évaluer la fonction de cette glande, on va rechercher surtout les produits du catabolisme, parce qu'ils reflètent l'activité de l'enzyme. S'il y a une diminution du taux de ces catabolites au niveau urinaire, ça veut dire que l'activité de l'enzyme est diminuée. Si on trouve une exagération de sécrétion de ces catabolites, ça veut dire qu'il y a une exagération de la fonction de la glande. C'est relatif. Ça, c'est ce qu'on cherche en biochimie. Si on veut évaluer l'intégrité de la médulo-surrénale, on va rechercher ou doser les produits du catabolisme. On va doser, certes, l'adrénaline, la catécholamine. C'est difficile à les doser, mais on peut les doser. Mais pour évaluer réellement l'intégrité de cette glande, on va doser les produits du catabolisme urinaire qui reflètent directement l'activité. S'il diminue, ça veut dire que l'activité elle est diminuée. S'il augmente, donc ça veut dire que l'activité de la glande médulo-surrénale elle est augmentée, accélérée. Le catabolisme de ces catécholamines est sous l'action de 2 enzymes. Donc il y a 2 enzymes pour le catabolisme. On ne va pas voir le schéma général, mais on va voir comment se font ces transformations. La première enzyme, c'est la monoamine oxydase.
Comment elle agit? Elle va favoriser une désamination oxydative de la chaîne latérale. On vient de voir la chaîne latérale, on dit qu'elle est commune à toutes les... Fermez la porte s'il vous plaît. Oui. La chaîne latérale, elle est annulée, donc la première action de cette enzyme consiste à éliminer cette fonction amine de tous les catécholamines avec formation d'une fonction AD. Donc elle est localisée dans toutes les cellules, donc cette enzyme, on peut la retrouver dans tous les enzymes, y compris les neurones catécholaminergiques. Donc sa fonction, c'est la dégradation de la noradrénaline dans les terminaisons nerveuses catécholaires. La deuxième enzyme, c'est la catéchol-O-méthyltransférase. Donc ici, c'est une greffe, addition. Dans la première fonction, elle élimine une fonction de la chaîne latérale. Ici, elle va fixer une fonction sur, pas sur la chaîne latérale, mais sur le noyau catéchol. Donc c'est une greffe, une fonction méthoxyle sur l'hydroxyle du carbone 3. Donc il y a 2 hydroxyles sur le noyau catéchol. C'est sur l'un des hydroxyles qu'il y a fixation de cette fonction méthoxyle. Donc cette enzyme, elle est aussi localisée dans le rein et dans le foie. Elle est essentiellement extraneuronale, c'est-à-dire on la retrouve rarement dans les neurones. Sa fonction fait dégrader surtout les catécholamines circulants, en bonne partie ceux qui proviennent de la médullo-surrénale. Donc elle va éliminer les catécholamines et tous leurs métabolites au niveau urinaire. Vous avez le schéma. Si vous avez gardé en tête le nom, donc on a la CAMP, c'est la catéchol-O-méthyltransférase et la monoamine oxydase. On prend les 2 principaux catécholamines parce que la transformation de la dopamine est différente. La noradrénaline et l'adrénaline, qui sont les principaux neurotransmetteurs de la médullo-surrénale, parce qu'on parle de la médullo-surrénale. Donc ils peuvent subir surtout l'action des catécholes. C'est ce que je viens de dire. J'ai dit que la fonction de ces catécholes, c'est surtout les catécholamines en grande partie d'origine de la médullo-surrénale. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus soumis à l'action de cette première enzyme au premier degré. Il y a l'action de la deuxième, mais ça vient après. Donc, ces 2 neurotransmetteurs, lorsqu'ils sont soumis à l'action de cette enzyme, les 2, vous savez ici l'adrénaline qui subit l'action des pentes, et de l'autre côté la noradrénaline qui subit l'action des pentes. Et ça représente environ 70% de la totalité de ces neurotransmetteurs. Ils vont être transformés respectivement en noradrénaline et métadrénaline. Noradrénaline en rapport avec la noradrénaline et la métadrénaline. Ces 2 produits, soit ils vont être éliminés directement au niveau urinaire, ça représente environ 10 à 15%. Donc c'est les premiers catabolites urinaires, c'est les méthanéphrines et les norméthanéphrines. Soit ils subissent l'action de la deuxième enzyme, après l'action des CAMP, c'est-à-dire le produit des CAMP soumis à l'action de la monoamine oxydase qui va agir sur la chaîne latérale pour l'enlever, et ça va donner l'acide vanillyl-mandélique. Cet acide vanillyl-mandélique, il est aussi éliminé au niveau urinaire et il représente 80% des produits du catabolite des catécholamines. Donc, du point de vue quantitatif, c'est le principal produit commun aussi bien à l'adrénaline que la noradrénaline qu'on retrouve au niveau urinaire. Donc, si je répète, les 2 neurotransmetteurs subissent l'action soit des CAMP, soit des MAO. S'ils subissent en première intention l'action des CAMP, et qui est la principale action, elle agit surtout sur les neurotransmetteurs qui proviennent de la médullo-surrénale, ils sont transformés respectivement en métadrénaline et non-métadrénaline. Ces 2 produits, ils peuvent être éliminés directement dans les urines, ça représente uniquement 10 à 15%, comme ils peuvent subir, en étant toujours dans la circulation générale, une deuxième action de cette enzyme qui est les MAO.
la deuxième enzyme du catabolisme, et qui va les transformer en acide vanille-mandélique. Cet acide vanille-mandélique, j'ai dit que c'est du point de vue quantitatif, c'est le principal catabolite commun à l'adrénaline, en noradrénaline, qu'on retrouve au niveau urinaire, et qui est le meilleur reflet de l'intégrité de la médulo-surrénale, du fonctionnement de la glande, la médulo-surrénale. On peut avoir en premier lieu ces deux neurotransmetteurs. Comme vous le voyez, ça représente plus de 20%, peuvent subir l'action des MAO, et ils vont donner un intermédiaire de l'acide vanille-mandélique, qui est l'acide dihydroxy-3,4-mandélique, qui subira l'action de la même enzyme du catabolisme qui est les comptes et va donner le même produit, l'acide vanille-mandélique, qui va être aussi éliminé au niveau urinaire. D'autre part, on peut trouver au niveau urinaire les deux neurotransmetteurs, c'est-à-dire la noradrénaline et l'adrénaline, au niveau urinaire, et ça représente 5%. Donc les deux principaux enzymes du catabolisme, c'est-à-dire qui dégradent, qui éliminent les neurotransmetteurs du sang, sont les COMT, catéchol-O-méthyltransférase, qui permettent de greffer un groupement méthoxy sur l'un des deux hydroxyles du noyau catéchol des catécholamines, soit l'action de la monoamine oxygénase qui permet d'éliminer le groupement amine de la chaîne latérale des neurotransmetteurs. Et on a dit que les COMT sont spécifiques en quelque sorte des catécholamines de la médulo-surrénale. Donc l'action, elle se fait selon ce schéma. Qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau urinaire? Je vous ai dit que du point de vue dosage, on va doser tous les paramètres au niveau sanguin, mais on va les doser surtout au niveau urinaire. Donc on va doser les neurotransmetteurs, qui peuvent être éliminés au niveau urinaire, aussi bien l'adrénaline que la noradrénaline, et ça représente 5%. Sinon, on va rechercher leurs produits de dégradation. Les premiers produits de dégradation. Donc, les deux neurotransmetteurs subissent l'action de la enzyme COMT, les deux, ça représente 70%. Ça va donner la norméthanedrénaline et la métadrénaline, ou les méthanéphrines et les norméthanéphrines. Ces deux produits issus de cette action des COMT peuvent être éliminés dans les urines directement, une partie, et ça représente 10 à 15%. La plus grande partie, elle subit l'action de la deuxième enzyme du catabolisme, qui est les MAO, et qui va transformer en acide vanille-mandélique. J'ai dit que cet acide, du point de vue quantitatif, c'est-à-dire quantité, c'est le principal produit du catabolisme de tous les neurotransmetteurs de la médulo-surrénale. Donc il va être éliminé, retrouvé au niveau urinaire. Si les deux neurotransmetteurs subissent à 20% directement et en premier lieu l'action des MAO, ils vont donner un intermédiaire de l'acide vanille-mandélique, qui est l'acide dihydroxy 3,4-mandélique, qui va être transformé en acide vanille-mandélique par l'action des COMT et qui va être aussi éliminé au niveau urinaire. Ces produits, on peut les retrouver au niveau sanguin, mais pour apprécier la fonction, parce que leur transformation, c'est pour être éliminés au niveau urinaire. Donc leur présence au niveau du sang n'est que passagère. Donc la meilleure façon d'évaluer la fonction de cette glande, c'est de doser ces catabolites au niveau urinaire. J'ai dit, on peut les doser au niveau du sang, parce qu'ils sont produits et éliminés d'abord au niveau du sang. Mais ce n'est pas pour passer, c'est passagère pour être éliminés au niveau urinaire. Donc, c'est ce que j'ai dit, l'acide vanille-mandélique, c'est le principal catabolite de transformation des catécholamines. Et en premier degré, ensuite, il est suivi par les deux noraméthanéphrines et la méthanéphrine, c'est-à-dire la normétadrénaline et la métadrénaline, c'est les méthanéphrines, du point de vue quantité. Donc ici, vous avez tous les produits qu'on peut retrouver au niveau urinaire, issus du catabolisme des catécholamines, de la médulo et du système sympathique, c'est-à-dire aussi la dopamine. La norméthanéphrine témoigne de la libération de la noradrénaline des neurones, alors que la méthanéphrine, elle témoigne de la libération de la sécrétion de l'adrénaline, surtout par la médulo-surrénale. La méthoxyhydroxyphénylglycol est le principal métabolite de la noradrénaline au niveau du système nerveux sympathique.
Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la médulo-surrénale. Mais je suis en train de vous citer tous les catabolites qu'on peut trouver au niveau urinaire pour évaluer le fonctionnement du système sympathique de la médulo. Parce que la pathologie, on n'incrimine pas que la glande. Il faut rechercher le long des ganglions une éventuelle tumeur qui peut être sécrétante et responsable de cette pathologie. Donc on doit évaluer, étudier tous les produits du catabolisme, aussi bien de la médulo-surrénale, du système sympathique que du système central. Donc le méthoxyhydroxyphénylglycol, il reflète la sécrétion sympathique de la noradrénaline. Et l'acide homovanillique, c'est la sécrétion de la dopamine. C'est le produit de dégradation de la dopamine. Donc on peut trouver aussi de quantités négligeables d'adrénaline et de noradrénaline au niveau urinaire. Et on peut retrouver aussi des produits de conjugaison hépatique de ces catécholamines au niveau urinaire. Donc le principal qui est l'acide vanillyl-mandélique, les méthanéphrines et les noradrénaléphrines. En bas, on va voir les autres catabolites, respectivement de la noradrénaline, méthoxyhydroxyphénylglycol, dopamine, acide homovanillique. Les moins importants, c'est les deux catécholamines, noradrénaline et adrénaline, soit les formes conjuguées au niveau hépatique de ces neurotransmetteurs. Donc, comment se fait la régulation de la sécrétion la sécrétion et la synthèse de ces neurotransmetteurs? Elle peut être sanguine, c'est-à-dire elle se fait par le biais d'hormones, ou elle peut être nerveuse. Donc, on a dit que le système, la médulo-surrénale, on l'a comparé à un système post-ganglionnaire, parce qu'il y a l'axone ou le neurone qui ramène l'influx nerveux transmis par ces facteurs, qui s'exprime par la libération, par la synthèse, soit par la libération de ces neurotransmetteurs dans la sécrétion générale. C'est ce que je vous ai dit tout au début. Donc, la transcription se fait par les hormones thyroïdiennes qui stimulent la synthèse, par la corticosurrénale, par les gonades. En cas d'hypoxie, c'est les variations de la pression partielle en oxygène et en CO2, soit par l'hypoglycémie. Parce que l'adrénaline, on peut la considérer comme une hormone hyperglycémique. Donc, nerveuse, donc, cette transmission de cette information se fait par voie nerveuse, par les nerfs splanchniques. Donc, soit suite à un exercice musculaire, à l'exposition au froid, un stress, une hypotension ou la peur. Donc, c'est pour cela qu'on a dit que l'adrénaline, c'est le neurotransmetteur de stress. C'est le premier qui agit. Et donc, on va voir comment se fait l'expression de ces effets biologiques par son action sur les différents types de récepteurs. Surtout la tachycardie. Lorsqu'on est stressé, on a peur ou l'hypoglycémie. Donc, ça, c'est des rappels physiologiques. Donc, les catécholamines, ils exercent leur action en se fixant à des récepteurs spécifiques au niveau des membranes cellulaires. Donc, il y a deux types de récepteurs cellulaires. Il y a les récepteurs alpha, qui sont spécifiques à la noradrénaline, et les récepteurs bêta, qui lient principalement l'adrénaline. Donc, ça, c'est normalement des rappels de physiologie. Vous avez ici un tableau. Pour ne pas faire le détail, les récepteurs bêta, donc c'est l'adrénaline, et les récepteurs alpha. Donc, les récepteurs bêta, on a leur localisation et leur effet. Donc, je vais prendre uniquement le cas des récepteurs bêta, de l'adrénaline. Bêta, on les retrouve au niveau du cœur et du tissu adipeux. Donc, c'est la libération de l'adrénaline. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va augmenter la force et la fréquence cardiaque sur le cœur. C'est ce qui explique cette tachycardie. Et sur le tissu adipeux, elle favorise la lipolyse. C'est la dégradation des lipides, la libération des acides gras. Sur les récepteurs bêta, toujours l'adrénaline, j'ai dit que je vais prendre uniquement le cas de l'adrénaline, elle va agir sur les branches, sur le rein, sur le foie, sur les vaisseaux sanguins, du muscle squelettique et d'autres muscles. Ça va entraîner la sécrétion de la rénine, un relâchement du muscle lisse dans les vaisseaux, l'intestin, les branches, le tractus urinaire et le myomère. Donc elle va entraîner un relâchement du muscle lisse dans tous ces organes. Et une sécrétion de la rénine, donc c'est le système rénine conjonctif aldostérique. Donc j'ai donné surtout l'exemple d'une des deux neurotransmetteurs qui est
rénale. Il a dit que c'est des rappels physiologiques. Ça, c'est pour vous. Vous n'aurez pas de questions du moins de le comprendre. Sur l'action métabolique, ça c'est pour l'exploration. Donc sur les glucides, on a dit que c'est une hormone hyperglycémiante. Donc elle va inhiber la sécrétion de l'insuline, entraînant une augmentation de la glycogénolyse musculaire, surtout par rapport à la glycogénolyse hépatique. Sur les lipides, on a aussi dit que ça va entraîner une lipolyse. Sur les électrolytes, elle va entraîner une hypercalémie. Au niveau du métabolisme énergétique, elle va entraîner l'accroissement du métabolisme, c'est-à-dire augmentation de la synthèse de l'ADP. Augmentation de la calorigénèse. En même temps, elle va entraîner une vasoconstriction pour diminuer cette déperdition thermique. C'est-à-dire, elle ne fait pas augmenter la production de l'ATP pour qu'il y ait des pertes au niveau cutané. Donc, la production, c'est pour l'organisme, sauf qu'il y ait une perte au niveau cutané. Donc, ça, c'est les principale action des neurotransmetteurs, soit au niveau des différents tissus par le biais de leurs récepteurs alpha et bêta, soit au niveau métabolique. Maintenant, on va voir l'exploration proprement dite en biochimie. Donc, il y a une exploration statique, il y a une exploration dynamique. Vous devez retenir en tête que l'exploration statique, on fait un simple prélèvement sanguin. C'est-à-dire le prélèvement sanguin peut se faire au lit du malade, peut se faire à la maison, dans un laboratoire, elle peut se faire dans un cabinet médical. Alors que l'exploration dynamique, généralement, c'est une épreuve qui peut exposer le malade à un danger. Donc, elle doit se faire dans tous les cas au lit du malade avec une surveillance adéquate. Donc, les réactions de l'organisme, on ne peut pas les prévenir, sont imprévisibles. Et on peut avoir un choc ou n'importe quoi. Donc, c'est pour prévenir cela. Le malade, pour toute exploration dynamique, doit être hospitalisé. Même la durée de la réalisation de cette épreuve, ensuite, il va être libéré. Donc, c'est ce que je veux dire par statique. C'est un examen de base, un simple prélèvement sanguin. Mais pour certains paramètres, il y a des conditions à respecter. Par exemple, ici, on va commencer par le prélèvement sanguin. Il y a deux types de prélèvements. On va faire le dosage sur le sang. Il y a des dosages qui vont se faire au niveau urinaire. Sur le sang, quelles sont les précautions à prendre? Donc, le patient doit être à jeun. Il doit être détendu au calme et au repos. Je vous fais rappeler que le stress peut faire augmenter l'adrénaline et donner de faux résultats. Pour éviter cela, donc il faut mettre le malade au repos en confiance. C'est-à-dire au repos pour éviter ce stress qu'il peut développer au moment du prélèvement. Donc le prélèvement, c'est quelque chose de facile, ça ne va pas durer, c'est une question d'une fraction de seconde et on va terminer. Vous allez sentir une simple piqûre pour éviter de déclencher la sécrétion de l'adrénaline, donc et donner de faux résultats. Donc un régime alimentaire qui exclut les chocolats, les bananes, les agrumes, et une consommation modérée du thé et du café dans les 48 heures qui précèdent le prélèvement s'impose. Parce que ces aliments, ils contiennent de petites quantités de catécholamine qui peuvent fausser les résultats. Donc il faut éviter de prendre les 48 heures qui précèdent le prélèvement. Par exemple, le malade il va être prélevé dans 2 jours, on va lui demander de s'abstenir de prendre ces aliments. Et le jour ou la veille, il faut prendre une quantité logique, sans exagérer, du thé et du café, pour ne pas provoquer une stimulation de la sécrétion. Il ne faut pas arrêter le traitement antihypertenseur. Vous allez voir après pourquoi. Qui joue sur le métabolisme des catécholamines. Les traitements antihypertenseurs peuvent avoir un effet sur le métabolisme des catécholamines. Mais on ne peut pas leur demander d'arrêter ce traitement parce qu'on peut avoir un rebond. Qu'est-ce que ça veut dire un rebond? On peut avoir la réapparition des signes cliniques de l'HTA qui peuvent être plus intenses. Il faut éviter. Donc, on va prendre en considération le fait que le malade il est sous tel traitement antihypertenseur au moment de l'interpréter des résultats. Ensuite, on va faire un prélèvement sur un tube épargné ou bien un tube EBV1. Au moment d'acheminer le tube, si on ne le fait pas dans le laboratoire, de l'acheminer, il faut le mettre dans de la glace. Il ne faut pas tarder. Aussitôt prélevé, aussitôt acheminé, et de préférence dans de la glace. Sinon, si vous êtes dans un labo, il faut centrifuger.
C'est-à-dire il faut éviter, parce que le sang il est constitué des éléments figurés du sang, du sérum et du plasma. Donc il faut séparer les éléments figurés du sang du plasma pour éviter les faux résultats. Sinon, si on va décompter, on peut congeler aussi le plasma si le prélèvement ne va pas être le même jour. C'est-à-dire qu'il va être différé pour des raisons, il n'y a pas de réactif, ou là il faut avoir plusieurs prélèvements pour lancer l'analyse. Donc on peut séparer, c'est-à-dire récupérer le plasma et le congeler à moins 20 degrés et faire le prélèvement, le dosage plutôt un autre jour. Ce qu'on va doser, c'est les paramètres qu'on a cités, c'est les neurotransmetteurs, adrénaline, noradrénaline, dopamine, leur méthanéphrine. Maintenant, pour les urines, c'est les mêmes précautions alimentaires qu'on vient de voir, c'est-à-dire tous les aliments qui peuvent contenir des catécholamines, mais le prélèvement, il est urinaire. On va faire un prélèvement sur les urines. On doit mettre de l'acide. On doit acidifier les urines. On met 10 ml de solution HCl 6 fois normale. On doit faire la collecte sur 24 heures. Pour doser un paramètre, on doit quantifier, récupérer les urines des 24 heures et faire le dosage, c'est-à-dire le résultat, il va être en 10 mg par 24 heures. S'il y a un doute, on peut faire 3 prélèvements, 3 jours successifs. Prélèvement, premier prélèvement, deuxième, troisième, pour être sûr des résultats. Parce que les catécholamines, vu que leur durée de vie elle est très courte, donc ils sont très sensibles et ils peuvent disparaître de la circulation, donc il n'y aura pas un catabolisme normal. Et en même temps, on peut avoir un résultat positif sur un échantillon et de résultats négatifs sur deux autres échantillons. Il vaut mieux avoir sur les 3 jours après avoir fait ce régime. Donc, la même chose, le prélèvement doit être acheminé le plus tôt possible au laboratoire. Donc, s'ils ne sont pas dosés, ils vont être alimentés et conservés. Donc, ils sont stables entre 3 et 5 heures après le prélèvement, si on les met à 4 degrés, et s'ils sont congelés à moins 20 degrés. Donc, ils vont être stables pendant 3 semaines. Tout ce qu'on va doser, tous les catabolites et les neurotransmetteurs, on retrouve au niveau urinaire. Les méthanéphrines, les noraméthanéphrines, l'acide vanillemodélique, l'homovanillique, l'adrénaline, la noradrénaline. Tous les produits qu'on peut retrouver au niveau urinaire, on va les doser. Vous avez ici la liste des médicaments qui peuvent modifier justement. Et c'est pour cela, lorsqu'on va faire le prélèvement, on va faire un petit interrogatoire avec le malade. Est-ce qu'il est sous une médication quelconque, en dehors du traitement suivi pour l'hypertension? Pourquoi? Parce qu'il y a des médicaments qui peuvent augmenter les catécholamines et il y a des médicaments qui peuvent diminuer les catécholamines. Au moins, au moment de l'interprétation, on saura si on a une diminution, ça ne peut pas être obligatoirement en rapport avec une pathologie, mais en rapport avec ces médicaments qui font diminuer ou augmenter la concentration des catécholamines. Vous avez ici la liste. Je pense que vous avez déjà. Je vous ai envoyé. Donc, pourquoi on fait cette exploration biochimique? C'est pour dépister et surveiller 2 principaux tumeurs. Donc, ce sont des tumeurs qui sont responsables de dysfonctionnement de la médulle surrénale, qui sont le phéochromocytome et le neuroblastome. Il y a 2 tumeurs qui sont responsables de ce dysfonctionnement de cette glande. Donc, voilà. Et le bilan biologique, il est demandé aussi bien, pas uniquement, c'est pour le dépistage, c'est devant des signes cliniques révélateurs. On peut faire le dépistage par le dosage, sinon c'est pour la surveillance biologique lorsque le diagnostic il est confirmé. Le dosage, ça c'est pour la biochimie, c'est chromatographie liquide haute performance, c'est les méthodes de dosage, c'est la méthode de choix qui est couplée à la détection électrochimique, c'est la méthode la plus performante et la plus spécifique. Elle est préférée aux autres méthodes qui sont dépassées, qui sont abandonnées, telles que les méthodes biométriques, spectrophotométriques et radio-enzymatiques. Donc, on a les deux, vous avez les valeurs usuelles, c'est-à-dire les valeurs normales des neurotransmetteurs et de leurs catabolites au niveau urinaire. Ça, c'est pour vous, donc je ne vais pas vous demander ça dans les questions du contrôle. Ça, c'est pour vous en tant que futur clinicien.
Donc l'exploration dynamique, c'est ce que j'ai dit. Donc il y a une exploration statique, c'est un simple prélèvement sanguin ou urinaire. Pour la dynamique, c'est des épreuves d'inhibition ou de stimulation. Un test d'inhibition à la clonidine, il est peu demandé, le domaine de spécialité est peu utilisé, il n'est plus demandé, on ne le fait plus. On recourt beaucoup plus à un dosage chromatographique des catabolites urinaires, poser le diagnostic et surveiller ces tumeurs, que faire ces deux types d'épreuves. Le deuxième type, c'est une test de stimulation au glucagon. Il est dangereux chez des patients qui sont hypertendus. On s'abstient de réaliser ces deux épreuves et on se contente à faire un dosage des catabolites au niveau urinaire. Vous avez le tableau qui englobe les deux types de tumeurs, le phéochromocytome et le neuroblastome. On va les voir en fonction de leur fréquence, le caractère de malignité ou de bénignité, leur localisation, l'âge de survenue, la clinique, ensuite la physiopathologie. Donc, du point de vue fréquence, le phéochromocytome, il est rare. Pour le neuroblastome, il survient sur une naissance sur 10 000. Le caractère de bénignité et de malignité, donc à 90%, le phéochromocytome, il est bénin. Et dans 10%, il peut être malade. Le neuroblastome, il est malin. C'est une tumeur maligne. Localisé où? Le phéochromocytome, il est localisé surtout dans la médulo-surrénale, mais on peut le retrouver en des autres localisations. Et pour le neuroblastome, on peut le retrouver aussi bien dans la médulo-surrénale que dans les autres localisations. Les ganglions sympathiques. L'âge de survenue, le phéochromocytome, il survient de 20 à 50 ans. Ça, c'est une ancienne description, parce que maintenant, on peut retrouver le phéochromocytome même à l'âge de 13 ans. Là, le neuroblastome, c'est la première enfance. C'est-à-dire que c'est en bas âge. Cliniquement, pour le phéochromocytome, c'est une hypertension artérielle. C'est pour cela que je vous ai dit qu'on n'arrête pas le traitement de l'hypertension artérielle. Parce qu'on ne sait pas s'il s'agit d'une hypertension essentielle ou une hypertension secondaire de cette tumeur. Donc elle peut être permanente dans 70%. Elle peut être intermittente dans 30%. Et c'est ce qui attire le caractère. C'est-à-dire que c'est des gens qui font des pics d'HTA pendant une période, sans traitement plutôt, elle disparaît. Après une certaine période, ils font le même tableau avec les triades, les caractéristiques du phéochromocytome qu'on va voir. Donc il y a réapparition de cette crise d'HTA. C'est ce qui fait attirer l'attention beaucoup plus sur un HTA essentiel que d'une HTA qui entre dans le cadre du phéochromocytome, ce qui incite à faire la recherche des catabolites au niveau urinaire de la médulo-surrénale. Pour le neuroblastome, il n'y a pas de spécificité clinique. Il n'y a pas un signe clinique qui attire l'attention sur la neuroblastome. Du point de vue physiopathologique, donc pour le phéochromocytome, c'est une sécrétion des catécholamines actives métabolisées préférentiellement par les glandes. C'est une tumeur intratumorale. Et pour le neuroblastome, c'est l'absence du PNNT. De production surtout de la dopamine, et on retrouve au niveau urinaire son métabolite qui est l'acide ribovanique. On ne trouve pas l'acide vanéique. Ça, c'est du point de vue biologique. Donc, le phéochromocytome, c'est une tumeur qui est issue des cellules de la chromaffine de la médulo-surrénale surtout. On a dit 90%. Ou extra-surrénale, c'est les paraganglions qui peuvent sécréter les catécholamines. Donc, c'est surtout une tumeur bénigne, rarement une tumeur maligne. Donc, on retrouve le caractère familial aussi. Donc, ça, s'il y a un membre dans la famille qui a fait des pics d'HTA, le diagnostic de le phéochromocytome a été confirmé. L'apparition de cet HTA chez un autre membre de la famille doit d'abord faire rechercher ou doser les catabolites de la médulo-surrénale avant de poser le diagnostic d'une HTA essentielle. Donc, on a cliniquement, c'est une hypertension artérielle, mais on a la présence de la triade. La triade, céphalée sur tachycardie. Chez un hypertendu, ils vont orienter le diagnostic. Si on a une HTA seule,
Donc on peut se tromper et mettre le traitement d'une HTA essentielle. Mais une HTA accompagnée de la triade des céphalées, des sueurs et des tachycardies, qui sont des signes propres du fonctionnement de la médulo-surrénale, c'est un diagnostic du phéochromocytome. Donc s'il n'est pas traité radicalement, il y a risque d'incidence de ce phéochromocytome. Donc on a la localisation, on a dit aussi que c'est surtout la médulo-surrénale, mais on peut avoir d'autres localisations. Donc 90% c'est médulo-surrénale. Donc biologiquement, le diagnostic est suspecté devant une élévation supérieure à 2 à 4 nanomoles de la noradrénaline et de 2 nanomoles par litre d'adrénaline, mais un taux élevé d'adrénaline plasmatique associé à un taux normal de la noradrénaline est aussi en faveur d'un phéochromocytome. Soit on a les deux, la noradrénaline et l'adrénaline, donc c'est en faveur du phéochromocytome, mais une élévation uniquement de l'adrénaline avec la noradrénaline qui est normale est aussi en faveur d'un phéochromocytome mais qui n'est pas étendu. Une élévation de la noradrénaline avec une adrénaline normale implique beaucoup plus une tumeur extra-surrénalienne. Donc le diagnostic repose surtout sur le dosage d'un autre paramètre qui est la chromagranine A, qui a un grand intérêt pour poser le diagnostic du phéochromocytome plus que des catabolites. Au lieu de rechercher les différents catabolites, on peut doser cette chromagranine qui est aussi sécrétée par la médulo-surrénale et qui est évocatrice du phéochromocytome. Donc on a les neuroblasmes, c'est des tumeurs embryonnaires qui se développent à partir de cellules issues de la crête neuronale, peuvent siéger à tous les niveaux de l'organisme, ce qu'on a dit, un tiers surrénal, un tiers au niveau des autres localisations. Ce sont des tumeurs malignes du jeune enfant qui apparaissent entre 3 mois et 5 ans. Le pronostic, il est méchant. Généralement, il y a un décès quelques temps après. Donc, si le traitement il est institué avant une année, la survie à 3 ans est de 75%. Si le traitement, le diagnostic plutôt, intervient tardivement après 2 ans, donc cette incidence de survie, elle va aller jusqu'à 15%. Donc ça dépend du moment de poser le diagnostic. Plus on pose le diagnostic précocement, plus il y a une chance de vivre plus. Plus le diagnostic est posé tardivement, plus le malade risque de décéder à un âge précoce. On a terminé le cours. Donc vous avez dans les neuroblasmes, c'est la dopamine qui augmente surtout massivement. Dans la plupart des cas, le dosage des VMA, des HMA et la dopamine suffit pour confirmer le neuroblasme. Donc il faut obtenir toujours les prélèvements des urines des 24 heures. Donc pour pallier à ce problème, les résultats peuvent être exprimés toujours en comparaison avec la créatinine. Pourquoi? Parce qu'on parle toujours d'un prélèvement des urines des 24 heures, alors que la collecte des urines des 24 heures elle est difficile chez l'enfant. Donc on va se contenter de faire un prélèvement, c'est un échantillon, sur lequel on va faire le dosage de ces catabolites et de la créatinine. Sachant que la créatinine, c'est le meilleur reflet de la fonction rénale. Et on fait le rapport de cette catabolite sur la créatinine et on a les intervalles. S'il est augmenté, ça veut dire qu'il y a une atteinte de la fonction de sécrétion de la médulo-rénale. S'il y a une atteinte de la créatinine, ça veut dire qu'il y a une atteinte de la fonction rénale. Donc ça, c'est pour étudier le fonctionnement du rein par rapport à la sécrétion de la médulo-surrénale. Ça, c'est surtout chez l'enfant. Vu les difficultés de recueillir les urines des 24 heures, ça, on leur demande, on nous ramène à peine 2-3 cc, sur lequel on ne peut pas faire les dosages. Donc, au lieu de faire demander les urines des 24 heures, on se contente de faire le dosage sur le même échantillon du catabolite et de la créatinine et on fait le rapport, à condition que le fonctionnement rénal soit intègre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atteinte rénale. Parce que s'il y a atteinte rénale, on aura de faux résultats. Donc, on a terminé le cours sur l'exploration de la médulo-surrénale.